Je m'appelle Flavie, je suis étudiante au bac en sciences biologiques à l'Université de Montréal. Je vais commencer ma troisième année à l'automne et c'est moi qui coordonne le projet Cap sur les insectes depuis l'année passée. Sinon, Yolène, je t'inviterai à te présenter, s'il te plaît, et aussi parler un petit peu de ton parcours avec les papillons. De Victoriaville. Alors, moi, depuis quelques années, je m'intéresse. En fait, le papillon que j'ai ciblé, c'est le papillon monarque. Donc, je l'observe depuis plusieurs années. J'ai noté aussi beaucoup d'informations. Je fais beaucoup d'élevage, mais de rescapés. Donc, tous les endroits dans la région de Victoriaville qui sont susceptibles de se faire où on retrouve des asclépiades et qui sont susceptibles de se faire couper, de se faire arracher, piétiner. Alors, je couvre un assez grand territoire. Et puis, avec les années, je recueille les œufs, les petites chenilles et même les plus grosses chenilles, en sachant très bien que ça ne deviendra pas des papillons. Et avec les années, j'ai monté dans la région ici quelques bénévoles. Puis, à chaque été, on réussit à sauver plus de 1000 papillons monarques. Et puis, donc, c'est ça. Puis, j'ai proposé aussi des projets à ma ville. Donc, la ville est devenue amie du papillon monarque. Ma rue, cet été, va devenir la rue du papillon monarque. Puis, on a des affiches, on a des asclépiades qu'on donne gratuitement aux citoyens de la ville. Puis, j'ai contribué aussi à protéger des zones aux abords du parc linéaire des Bois-Francs. Donc, c'est bénévolement, j'installe des petites clôtures à chaque été aux endroits où il y a des colonies d'asclépiades. Alors, la tondeuse passe à côté de mes petites, ça protège en fait ces zones-là. Donc, c'est pas coupé. Puis, j'ai aussi, dans le parc au bout de ma rue, j'ai fait un très, très grand champ, environ de 70 pieds par 80. J'ai planté des asclépiades communes. Puis, c'est vraiment ici, à Victoriaville, on sait que le papillon monarque en, il est en déclin, mais à Victoriaville, on voit beaucoup, beaucoup de papillons monarques dans le peu qui reste. Puis moi, je dis tout le temps, le parc linéaire, c'est la transcanadienne. C'est vraiment la trajectoire des papillons monarques parce que c'est souvent entretenu. Il y a souvent des colonies d'asclépiades dans les fossés. Puis il y a des petits plants aux endroits où c'est coupé. Alors, le papillon monarque, c'est merveilleux pour lui. Alors, c'est ça. Alors, j'ai des projets, je fais des conférences, je donne régulièrement des conférences, des ateliers aussi, ou le mélange des deux. Ça dépend de qu'est-ce qu'on me demande, là, et je fais ça à travers le Québec. Wow, des très gros projets et même, il y en a certains dont en fait Yolène, au début de l'été, tu as contacté Étienne pour proposer des idées de projets pour agrandir l'ampleur de tes déjà des belles initiatives que tu as eues. Oui, Donc, on va vous parler de ça prochainement, là. C'est pas encore officiel, mais il y a aussi une conférence qu'on veut organiser au Jardin oui. botanique. Donc, Yolène et moi, on a commencé à s'échanger des courriels cet été par rapport à ça. Donc, ça devrait avoir lieu en juillet, fin juillet. Donc, je vais faire ces annonces-là sur le site de l'AEAQ dans le calendrier d'activités si ça vous intéresse à Montréal. Donc, je vois que Michel, tu viens d'arriver. Donc là, en fait, on était en train de faire la présentation des membres. Donc, il y a certaines personnes qui sont nouvelles ici. Donc, juste pour commencer la séance, un des objectifs des essaims, c'est de faire du réseautage, de faire en sorte que les gens qui ont un certain intérêt commun pour un groupe d'insectes puissent se connaître et échanger des trucs. Donc, juste pour que tout le monde puisse se présenter au début, je demanderais peut-être à Laurent de te présenter. Parle-nous un petit peu de ton intérêt des insectes, ça vient d'où, ton expérience, en quelques mots. Euh, Moi, je m'intéresse surtout aux lépidoptères. Euh, Sinon, ça vient de quand, dans la COVID, ma mère m'a raconté une histoire que quand elle était petite, elle avait trouvé une chenille de 710 écrepières. Puis là, elle l'avait élevée. Puis là, ça m'a donné envie de m'intéresser à ça. Là, j'étais allée dehors, je suis capturée des papillons. Ah, c'est une super belle histoire. C'est souvent comme ça que ça commence, puis finalement, on finit par en faire une carrière ou en faire toute sa vie. Sinon, il y a Lydia.
Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît, pour vous présenter en quelques mots? Oui, bonjour. Bonjour. Je ne suis pas inscrite aux essaims, mais comme ça m'intéresse, je vous regarde pour chaque essaim. Mais OK. en fait, ben, c'est ça. Moi, j'aime tous les insectes de toute façon. Mon mari fait des photos assez formidables et ça me permet de voir les insectes vraiment très bien. OK, Et j'ai toujours aimé les insectes de toute façon. parfait. Claude Chantal? Oui, bonjour. Je suis un entomologiste amateur depuis à peu près 70 ans. Je m'intéresse surtout aux coléoptères. J'ai une assez grosse collection. Ma spécialité, c'est les petits insectes. OK, Et puis, comment dire à rapport de ça? ça peut être ça. Je m'intéresse surtout aux coléoptères, mais j'aime ça élargir mes connaissances dans d'autres domaines. Sinon, d'abord Michel Pilon, s'il te plaît? Oui, bonjour, Flavie. Oui, ça doit faire au moins 50 ans que je m'intéresse à tout ce qui bouge, autant les insectes que les autres animaux. Puis, mon intérêt pour les insectes aujourd'hui, puis pour les différents essaims, c'est surtout au niveau comportemental. C'est là que j'apprends le plus, puis c'est là que je suis le plus émerveillé par les insectes. Fait que même des insectes communs vont continuer à m'émerveiller, que ce soit une simple coccinelle ou un simple pied du chou. Fait que d'où mon intérêt à faire partie d'une communauté de gens qui s'intéressent, tout comme moi, à ces différents aspects. Puis, je prends plaisir à photographier tout ça. Parfait, merci beaucoup. Michel, Frédéric? un très beau site de sciences naturelles en passant, là, ceux qui ne savent pas. Là. Tu n'auras ton lien, Michel. Ça va Ben la peine oui, qu'elle aille voir ça. mais tu peux le mettre dans la discussion? Dans le chat, oui, je vais le faire Ouais. avec plaisir. Oui, parfait. Oui, Puis un est-ce très que beau tu me site. donnes la permission de l'envoyer à tout le monde sur Absolument. Parfait. Avec grand plaisir. C'est bon, merci. Sinon, Kate? Oui, alors moi, je m'intéresse aux insectes et à tous les invertébrés depuis très longtemps et j'ai récemment développé une passion pour la science citoyenne depuis que je me suis acheté une caméra. J'aime tous les groupes, mais particulièrement les coléoptères, les lépidoptères, les abeilles et les membracidés. Les lépidoptères, ça fait très longtemps que j'ai un attachement à ce groupe-là. Plus jeune, j'ai souvent élevé des chenilles que je récoltais dans des parcs aux alentours, etc. Et récemment, j'ai réussi à capturer une de mes espèces préférées, Anania funebris. Ah ben c'est parfait, merci beaucoup. Je suis sûre que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui c'est les papillons vraiment leur dada ici, donc je suis contente d'avoir Michel qui a beaucoup d'années d'expérience pour pouvoir nous renseigner là-dessus. Sinon, Jean-Denis? Alors, moi, je suis un peu comme Claude. Là. Je ne suis pas seulement coléoptère, mais mon copain avec qui je chasse, c'est Michel Racine, lui, qui est coléoptère. Et le reste, je le ramasse. Je regarde avec le reste. Il n'y a personne qui ramasse les centipèdes, les myapodes, les scorpions. Je veux dire, les petits scorpions, personne ne touche à ça. Fait que moi, je les regarde pareil. Il y a des fois intéressants à faire dans ça. Là. Mhm. Puis, As-tu beaucoup de scorpions capturés au Québec? non, je veux dire, les pseudo-scorpions. Les Là. pseudos. C'est ça, je veux dire. Il n'y a pas grand monde Les qui plus regarde petits. ça. C'est pour ça que. C'est sûr qu'il y a beaucoup de groupes. Moi, j'ai gardé les aleurodes longtemps. Encore, je les garde encore beaucoup. Avec beaucoup d'espèces des manchots nouvelles, les aleurodes. Personne ne regarde ça. Là, je veux dire. Il y a des groupes que personne ne regarde. Je regarde surtout ceux-là. Les oubliés, j'appelle, moi. Oui, les oubliés. C'est sûr, tous les invertébrés du sol sont négligés. Là. Il manque beaucoup d'informations. Il y a plein d'espèces, c'est sûr, qui sont là, qu'on n'a juste aucune idée, qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas là au Québec, mais qu'ils sont partout, en fait. Sinon, ben Frédéric, tantôt, je t'avais demandé Oui, de te je suis là. présenter. Oui, parfait. Là, vous m'entendez, oui, parce que je parlais dans le vide, puis j'ai compris après que vous ne m'entendiez pas. Donc, moi, je suis un artiste en art visuel. Dans le fond, je fais de la vidéo. C'est ça qui est le moteur de mon travail. Mais je travaille sur le vivant. J'ai travaillé sur différents règnes, on va dire. J'ai travaillé sur les champignons, j'ai travaillé beaucoup sur les mammifères avant. Et depuis 6 mois, disons, là, je me suis plongé dans les insectes et j'ai absolument pas la connaissance que la majorité des gens dans cette table virtuelle ont sur l'ensemble
des familles, des groupes, tout ça. Mais j'essaie d'apprendre à vitesse, en accéléré. Donc, je me gaffe d'informations et je suis sur le terrain presque tous les jours. Et ouais, j'ai vraiment la piqûre, là, en fait. J'ai vraiment la piqûre. J'essaie d'assister à tous les types de rencontres possibles pour entendre les expériences des autres aussi. En fait, non seulement la transmission de connaissances, mais aussi leur manière d'approcher la question. Donc voilà. Je pense que Ben oui, c'est parfait. Non, mais j'aime vraiment ça, ton enthousiasme, là. C'est des participants comme ça qui vont nous aider à récolter en masse de données dans le projet. J'aime ça. Oui. OK, je passe la caméra pour finir de souper. Ah, c'est bon, aucun problème. Sinon, Sébastien, ben, je vois que vous venez d'arriver, mais on faisait un petit tour. Ouh, OK. Bon. On faisait un petit tour de table des présentations. Donc, si vous voulez vous présenter brièvement et parler un peu de votre intérêt pour les insectes. Oui, bonjour, excusez-moi, je reviens du soccer avec les enfants. J'ai Aucun manqué. problème. Ben moi, mon intérêt pour les insectes, dans le fond, avec ma conjointe et les enfants, on collectionne les insectes en général, mais surtout les papillons. Fait qu'on a un bel intérêt pour ça. Fait qu'on a commencé une collection avec le début de la pandémie, là, ça fait 3 ans. Fait qu'on aime ça, là. On fait beaucoup de chasse aux papillons, là, des papillons nus avec des pièges lumineux, dans le fond, puis avec des miellets aussi, des fois. Fait que, on se promène, on va dans les sentiers, on va un petit peu partout pour récolter. C'est ça. Fait que là, je voulais voir c'était quoi un peu, qu'est-ce que vous faisiez avec le projet le Cap sur les insectes, là. Donc, l'intérêt était plus avec les papillons. C'est pour ça que je me suis inscrit dans Dans le cet sac des essaim. papillons. Ben oui, c'est parfait. Ben justement, quand on va avoir fini le tour de table, je vais faire un petit résumé de Cap sur les insectes, les objectifs de la saison, les techniques, puis le but de ces séances essaims virtuelles-là. OK. Sinon, moi, je suis vétérinaire de profession. Je ne sais pas c'est quoi les présentations que vous voulez faire, Ah! là. Mais bref, c'est ça. Parfait. Ben merci beaucoup. OK. Marc, tu veux te présenter vite, vite? Oui, ben, moi, dans le fond, moi, je m'intéresse pas mal à tout ce qui est vivant. Et puis, disons que je travaille aussi comme bénévole à la collection Ouellette Robert au Centre de biodiversité à l'Université de Montréal. Je m'intéresse pas mal aux insectes aussi, pas mal tous les groupes. Je suis vraiment curieux. Puis, participer aux essais, ben, ça me donne l'opportunité justement d'en apprendre beaucoup plus sur chaque groupe. Donc, j'espère en apprendre encore plus. Parfait. Merci. Merci. Et finalement, notre expert, Michel, tu peux te présenter, parler de ton expérience avec les papillons et enchaîner tout de suite, si tu veux, avec les techniques, tes petits trucs et tes trucs d'expert. OK. Expert, c'est un grand mot. Mettons, on va dire que je suis quelqu'un qui aime bien ça. Donc, avec le temps aussi, j'ai commencé très jeune, moi aussi. J'ai vu quelques jeunes, moi aussi, à 7-8 ans, j'avais déjà commencé à collectionner les papillons. C'est sûr que ça m'a suivi toute ma vie. Puis, depuis quelques années, ben, je fais plus de papillons de nuit en photo. Je fais aussi des papillons de jour, mais plus de papillons de nuit. Que les photos que je prends, je les mets sur iNaturalist, dans l'Atlas des papillons du Québec en particulier, mais aussi j'ai rouvert de différents projets, dépendant où je vais. Ça peut être aussi dans ma cour, comme ça peut être dans un habitat très particulier. Avec Nature Canada, j'ai été aussi faire des inventaires un peu dans leur site. Donc, j'ai monté des projets pour eux autres aussi. Puis je participe à des soirées animées aussi. Donc, j'invite les gens aussi à participer. Puis, depuis quelques années, c'est quand même plaisant. Mais, je vais vous le dire tout de suite, faire du papillon de nuit, c'est pas évident pour tout le monde. J'ai remarqué que ceux qui sont les plus enthousiastes, c'est des ornithologues qui ont fait beaucoup d'ornithologie. Puis pour changer un peu, ils font du papillon de nuit. Il y en a beaucoup, ou des libellules et autres. Donc, c'est un peu vers ça que ça m'a amené moi aussi. Là. Je faisais plus de papillons de jour, mais depuis quelques années, je suis dans les papillons de nuit. Intensément. Donc, pour les techniques, c'est assez simple. Ben, il y en a aussi qui en ont parlé tout à l'heure. On utilise, c'est sûr, des lumières ultraviolets et autres, soit avec des batteries ou bien sur le système électrique, la maison ou autre. On est mielé aussi, surtout en période printemps-automne. Puis moi, je débute à la fonte des neiges jusqu'au début de la neige. C'est-à-dire que donc, c'est du mois d'avril au mois d'octobre-novembre
pas faire du papillon nuit. Puis l'hiver, ben, je compile des photos et je les publie sur iNaturalist. Puis aussi, je participe à l'identification de papillons de nuit sur iNaturalist avec beaucoup d'autres personnes. On en fait beaucoup. Donc, c'est un peu là pour ça que je m'intéresse à ça. Puis avec l'Association des entomologistes amateurs du Québec, ben, moi, j'avais discuté un petit peu avec les représentants comme de quoi que mon intérêt, puis ils m'ont offert justement de participer à l'essaim sur les papillons. J'ai accepté de le faire aussi. Bienvenue à tout le monde. Puis gênez-vous pas si vous avez des questions, des interrogations. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux. J'ai aussi fait quelques documentations, je pense, qui sont publiées aussi sur sur l'observation des papillons de nuit, comment procéder, comment s'installer. Ça peut aider aussi ceux qui débutent. Oui, ben, tu nous avais déjà partagé tes documents tes guides un peu en lien avec le projet Ouais. Mur à papillons. Donc, ça, est-ce que ça t'accepte que je les mette disponibles sur le site de Oui, l'AEQ, oui. sur la page de l'essaim? Parfait. Ouais. Donc, je vais faire un petit résumé de Cap sur les insectes, nos objectifs. En gros, le projet est parti à cause qu'on a remarqué un grand déclin, pas juste sur les papillons, mais dans toute la biodiversité d'insectes en général, et ce, pas juste au Québec. Donc, le but du projet, c'est vraiment d'aller chercher d'aller chercher des gens un peu partout à travers le Québec qui ont un intérêt pour les insectes pour nous aider à faire un gros recensement des espèces. Ce qu'on a fait l'été passé, c'est on demandait aux gens justement d'échantillonner un peu tous les insectes de leur essaim, sauf qu'on s'est rendu compte que c'était un peu trop compliqué, des objectifs un peu trop vagues. Les gens se perdaient. On veut essayer de rapatrier les gens qui n'ont pas forcément encore d'expérience en entomologie. Donc, pour ceux qui avaient aucune idée des techniques d'échantillonnage, de l'identification, qui n'avaient aucune expérience pour identifier les insectes, c'était rendu trop compliqué. Donc, ce qu'on a décidé cette année, c'est de cibler certaines espèces à statut ou qui sont, qui sont surtout observés aux États-Unis, mais que là, avec les changements climatiques, on estime qu'ils devraient avoir migré un petit peu vers le nord et donc ils pourraient se retrouver dans la bordure canado-américaine, potentiellement des espèces à statut, des espèces plus vulnérables. Donc, pour tous les essaims, j'ai élaboré à l'aide d'Étienne ou avec les experts des listes de ces espèces-là et on va les présenter chacune une à la fois dans un petit PowerPoint, puis Michel va pouvoir commenter sur chacune de ces espèces-là, donner des trucs d'identification et plusieurs autres. Donc, juste avant de commencer, je vais faire un partage d'écran pour vous montrer la page de l'essaim des papillons. Si vous ne l'avez pas déjà trouvé, je vais vous montrer c'est où. Donc, vous allez sur le site de l'AEQ. Donc, est-ce que tout le monde voit bien mon écran ici? Oui. Parfait. Donc, ça, c'est la page de l'AEQ. On clique sur Cap sur les insectes. En fait, même pas besoin de cliquer, juste en mettant notre curseur ici, on peut aller à la page de l'essaim. En fait, des essaims. Ici, ça explique le fonctionnement des essaims. Ici, vous cliquez sur l'image du papillon. Et ça vous amène à la page de l'essaim des papillons. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous inscrire juste ici dans le formulaire-là. C'est pour que votre courriel soit affiché dans notre liste des participants. Donc, moi, à chaque fois que j'envoie des courriels, j'envoie des informations, je prends la liste des gens qui sont ici. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, rajoutez votre courriel ici pour être sûr de ne pas manquer des informations importantes. Pour chaque essaim, j'ai fait des pages comme ça. Donc, c'est tout le temps les mêmes sous-titres. Pourquoi étudier les papillons, les opportunités de recherche, différentes familles, quelques photos des membres de l'essaim, comment les aider, quelques images. Et ensuite, c'est peut-être cette section-là ici qui est plus importante. Donc, comment on les étudie, comment les recenser, où les trouver, quand les chercher, les techniques, autant pour les papillons diurnes que nocturnes. Là, une petite vidéo d'Étienne qui explique comment utiliser un filet entomologique. Sinon, on voulait filmer des vidéos aussi pour expliquer comment faire un piège lumineux, faire la technique de la mielée, mais il y a déjà des membres que je vois qui en font déjà, donc vous n'avez peut-être pas besoin de ces ressources-là, mais je vous les partage quand même au cas où. Sinon, il y a des ressources pour le matériel fil entomologique. Si ceux qui n'en ont pas, vous pouvez cliquer sur le lien et ça va vous amener directement sur un site pour vous en commander un. Une lampe frontale, des lampes au mercure pour des pièges lumineux. Donc, sur cette page-là, je vais aussi rajouter les documents de Michel qui explique comment monter un piège lumineux et faire la technique de la mielée aussi. D'autres ouvrages intéressants, des guides d'identification, ici des protocoles, des listes de matériel pour vos sorties, des clés d'identification et le projet iNaturalist. Donc, tantôt, il y a Michel qui parlait de iNaturalist, qui déposait ses photos sur cette application-là. Donc,
dans le cadre de Cap sur les insectes, on a aussi des projets iNaturalist pour chacun des essaims. Donc, si vous voulez rejoindre le projet iNaturalist, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit bouton ici et ça va vous amener directement sur notre projet iNaturalist. Donc, voilà, c'est tout pour ça. Arrêtez le partage. Maintenant, je vais vous partager le PowerPoint. Michel, avais-tu quelque chose à rajouter avant que je commence le partage du PowerPoint? Non, c'est bon. Parfait. Donc, partagez l'écran ici. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui. Ouais. Parfait. Donc, on va commencer par les papillons diurnes. Ça, c'est des espèces que Étienne et moi, on a ciblées, en fait, qu'on a choisies, qui sont relativement faciles à identifier et qui sont soit communes, mais qu'on voit que la population subit un déclin, ou que c'est des espèces qui sont vulnérables au Québec ou en Amérique du Nord. Donc, premièrement, il y a l'Hespérie attache vitreuse. Donc, c'est une espèce qui est en péril au Québec. On peut voir ça, c'est la carte de Discover Life. Donc, ça, c'est un site où il y a plusieurs clés d'identification en ligne, plusieurs images de plusieurs espèces d'insectes. Donc, on voit surtout que c'est au sud du Québec qu'on pourrait en retrouver. Il y a seulement une observation iNaturalist qui a été faite déposée en 2014 et c'est une espèce qu'on peut retrouver de juin à août. Donc, on pourrait potentiellement déjà l'observer ici. Michel, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur cette espèce-là? Il y a aussi un site qui s'appelle eButterfly, qui est spécifique aux papillons de jour. C'est Maxime Larrivée qui a démarré ce projet-là. Ça fait déjà plusieurs années. C'est pour surtout l'Amérique du Nord au complet sur les papillons de jour. Je n'ai pas été voir les cartes de distribution justement d'Hespérie attache. Donc, peut-être qu'il y en a plus d'observations parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne déposent pas sur eNaturalist les papillons de jour, ils les déposent juste sur eButterfly. OK. Moi aussi, habituellement, je dépose juste sur eButterfly les papillons de jour. Papillons de jour juste là. OK. Donc, ça serait pertinent d'aller voir sur les cartes. J'irai voir ça. Donc, nouveau partage. Ici. Ensuite, là, je vous présente une espèce par diapositive. Il y en a quelques-unes, ça ne sera pas trop long. Mais plus tard, au cours de la semaine, je vais vous envoyer des fiches avec des photos de l'espèce, la période, des endroits où vous pouvez la trouver. Des fois, il y a des espèces qui ont des associations avec certaines plantes hôtes spécifiques. Donc, je vais toutes vous envoyer des fiches comme ça que vous allez pouvoir imprimer et apporter avec vous sur le terrain pour plus facilement reconnaître ces espèces-là. Et aussi, je vous demanderais, si possible, d'écrire si vous comptez faire de l'échantillonnage, écrivez-moi votre région dans le chat. Comme ça, moi, après, je vais pouvoir vous écrire, vous dire, par exemple, pour le mois de juillet, il y a telle espèce qui risque d'être près de chez vous. Vous pouvez peut-être aller voir telle plante, tel type de milieu pour voir si vous pourriez retrouver cette espèce-là en particulier. Pour vraiment donner des objectifs à chacun qui sont plus ciblés, plus appropriés et plus susceptibles d'être pertinents pour vous en fonction de votre location. Hespérie de Dionée. Donc, c'est une espèce qui est vulnérable au Québec et on n'a aucune observation iNaturalist. Peut-être qu'il y en aurait sur eButterfly, ça serait à voir. Et c'est une espèce qui est présente de mai à octobre. L'Hespérie tachetée, en péril au Canada et vulnérable à l'échelle mondiale. Celle-là non plus, aucune observation iNaturalist, sauf qu'on peut voir que sur la carte de Discover Life, il y en aurait sûrement dans le sud du Québec, encore une fois. C'est une espèce aussi qui est présente du mois de mai au mois d'août. Donc, Michel, à chaque fois que je présente des espèces, n'hésite pas à ajouter des informations, des petits trucs d'identification pour certaines espèces. Ou si toi, tu as observé, je ne sais pas, une espèce il y a quelques années qui était super commune, par exemple sur des pièges lumineux, et que depuis quelques années, tu remarques un déclin, n'hésite pas à nommer ces espèces-là, à me les dire, à les partager, puis je pourrais les rajouter sur notre liste. Le cuivré des marais, en péril mondialement. Je pourrais vous dire que c'était, quand je demeurais à Pabot, là, je suis rendu à Montjoli. C'était le papillon de jour le plus commun qu'il y avait dans ma cour. Je pouvais en avoir des centaines et des centaines dans mes fleurs et partout. Et pendant 2 semaines, c'était le papillon. 2 semaines. Donc, je restais sur le bord de marais salé. Justement, c'était son habitat, puis il était très, très abondant.
Où habitez-vous, M. Larrivée? Ben, j'habitais à Pabot, pas loin de Chandler. Pabos, ah, OK. Pabos. Parce que je pense que cette espèce-là est protégée au Nouveau-Brunswick. On avait déjà eu une information là-dessus. Oui. Ah, c'est celui-là qui est protégé. Oui, lui, puis il y en a un autre aussi, le satire-fauve des Maritimes. Oui, celui-là qui est gravement en danger. Le cuvet des marais salés, comme on voit sur la carte de distribution, il est vraiment tout le long de la côte atlantique. C'est quand même une espèce qui est très endémique aux marais salés. Moi, je vais revenir, on parle de papillons qui sont rares, mais on parle aussi d'habitats qui sont rares. Ça fait que souvent, c'est très relié. Hein? Oui. Si vous voulez voir des espèces peu communes, aller dans des habitats qui sont en train de disparaître. On parle des tourbières, des marais, etc. Exactement. Vous allez trouver aussi des papillons qui vont avec. Aussi, je demeurais sur la pointe de la Gaspésie. Il y avait beaucoup de papillons qui étaient nouvellement arrivés d'Europe, qui rentraient sur le long de la côte atlantique. Puis je retrouvais dans ma cour régulièrement. Les premières mentions au Québec étaient dans ma cour. Ça veut dire que c'était vraiment comment dire, une autoroute pour les papillons nouvellement arrivés en Amérique. Et même pas juste les papillons, des diptères, des coléoptères. J'ai eu toutes sortes d'affaires dans ma cour il y en a qui m'ont dit c'est la première fois au Québec, comment tu as fait pour avoir ça? Ben, pour moi, c'était assez naturel. Aussi, il y avait des tempêtes, des ouragans. J'avais des papillons du sud qui rentraient aussi à la mi-allée, des fois. L'endroit où on va faire de l'observation ou de la photographie, ça va aussi, comment dire, les espèces qu'on peut observer, c'est vraiment en lien avec les zones et les routes potentielles de déplacement de ces espèces. Ensuite, la prochaine espèce cuivrée des tourbières, mai à août, et on a vu quelques observations à Montréal, à Québec et à Trois-Rivières. Maintenant, c'est un papillon qui est quand même assez abondant dans les tourbières. Maintenant, ici, les papillons nocturnes. Chinia florida. Donc, on a sélectionné cette espèce-là parce qu'elle est quand même assez facilement reconnaissable. Donc, il y a quand même 173 observations iNaturalist de cette espèce au Québec et aussi parce qu'elle est associée. Donc, c'est une espèce nocturne, mais qu'on peut observer de jour et qui est associée à l'onagre. Donc, c'est l'espèce que j'ai mis juste en bas, l'espèce ou le genre que j'ai mis ici. Dans le jour, on peut voir souvent les papillons dans la fleur, cachés dans la fleur. Oui. La fleur se ferme, puis souvent, on en voit même 2 ou 3 spécimens dans une même fleur. Oui, Michel Savard a fait une très belle présentation à un congrès une année sur cet insecte-là. Ah, OK. Par la suite, acronyque à virgule rougeâtre. Donc, celle-là, il y a eu 52 observations iNaturalist, mais aucune au Québec. Donc, ça serait pertinent de cibler cette espèce-là pour justement essayer de voir si il y en a, peut-être qu'il y en a déjà depuis quelques années qu'on n'est simplement pas au courant. Donc, si vous regardez la carte de distribution aussi, on voit que c'est pas un insecte qui vit habituellement au Québec. Il est tout en dehors du Québec. Oui, c'est ça. Ben, c'est pour ça qu'on essaie de pas juste cibler des espèces rares au Québec. On essaie de cibler des espèces qui peuvent être communes, mais que leur carte de distribution est en train de changer à cause des changements environnementaux. Oui, ça c'est normal. Ouais. C'est régulier. À toutes les années, j'en trouve des nouveaux. Ben, c'est ça. On veut essayer de récolter des données pour mieux, parce qu'on le sait, tout le monde le dit, oui, il y a des espèces qui migrent, qui changent leur carte, leur distribution change, mais c'est pas très documenté parce que ça se passe si vite, puis c'est vraiment pour ça qu'on mise beaucoup d'espèces qui sont plus communes aux États-Unis, mais qui risquent de plus en plus d'être présentes au Québec. Et les acronyctères, c'est des papillons aussi qui ne sont pas toujours évidents à identifier. Il y a beaucoup d'espèces qui se ressemblent beaucoup. Souvent, ça prend l'avis d'experts à partir des photos. Ça prend l'avis d'un expert pour pouvoir différencier une espèce d'un autre. Ce n'est pas toujours évident. Virgule rouge. Pour cette espèce-là, y aurait-tu un critère d'identification qui serait possible d'observer à l'œil nu? Non, on ne peut pas. Souvent, les chenilles, par exemple, peuvent être assez faciles à identifier dans les acronycteurs. OK.
Pour cette espèce-là, je vérifierai avec Étienne, c'est lui qui m'avait dit de la mettre sur cette liste. OK. Donc, je vérifierai pour quand je vous enverrai les fiches pour mettre le critère d'identification. Sinon, si on considère qu'elle est trop difficile, on l'enlèvera de la liste. Donc, les piales d'argent, une espèce surtout présente au sud du Québec et qui va être là de mai à août. Ça aussi, on peut quand même le voir assez régulièrement. En tout cas, moi, en Gaspésie, on le voyait assez régulièrement. Oui, ben c'est vrai, là, on voit un point, là, proche de Gaspé. Un très gros papillon. Nouveau-Brunswick. Oui. Ouais, c'est ça. Oui, Ouais. c'est le point de Pabas, regardez. Ouais, Ouais. c'est ça. Pabot Mills. Ouais. C'est le point de Pabas. Cénopis situlé. Donc, notre papillon de nuit très coloré ici. 2 observations à un naturaliste au Québec. Encore une fois, plutôt au sud du Québec, c'est une à Vaudreuil, Montréal et plus à Ottawa. Et Pas très commun. Ouais. observable de juin à août. Donc, c'est le temps. Sphinx du céphalanthe. Donc, c'est une espèce aussi qui est considérée comme étant vulnérable au Québec. Elle a seulement 3 observations à un naturaliste, une à Montréal, à Vaudreuil et proche de Montebello. On devrait la voir en juin, donc c'est une espèce présente de mai à juillet. Et aussi, il y a en fait sur un naturaliste, on voit 2 courbes, donc de août à octobre aussi. Acronicta funeralis, Très beau présente de papillon. mai à septembre, 46 observations à un naturaliste, avec une C'est chenille ça, assez pas, distinctive aussi. pas très commun. La chenille est belle aussi. Mhm. Bellura obliqua, donc encore une fois, une espèce qui est associée avec les quenouilles, donc avec une plante hôte spécifique. Et tantôt, Michel disait que souvent les espèces dont les milieux sont en train de se faire détruire, ben, c'est des espèces qui deviennent de plus en plus vulnérables, qui sont moins présentes. Ben, c'est le même principe aussi ici. Par exemple, les espèces qui sont associées avec des plantes qui perdent du terrain, comme ici la quenouille à cause de la phragmite qui est en train de tout envahir, ben, c'est sûr que ça va nuire à cette espèce-là. Donc, c'est 94 observations à un naturaliste, présentes de mai à août. Et je pense que la dernière espèce qu'on a ici, c'est Catocala parta. Donc, les Catocala sont assez faciles à reconnaître aux gens pour l'instant. Après, à l'espèce, c'est autre chose. Mais c'est une espèce qui va être présente de mi-août à octobre. Il y a 21 observations à un naturaliste et c'est une espèce qui va plutôt vivre dans les forêts riveraines de peupliers. Et c'est aussi une espèce qu'on va plutôt attirer avec la mielée. Mais elle peut aussi être attirée par des pièges lumineux. Bon, c'est tout pour la présentation PowerPoint. Arrêtez le partage. Donc, pour ceux qui avaient assisté à Kate à la séance des abeilles, on a réalisé qu'il y avait un peu la liste d'espèces était un peu trop longue. Donc, pour les papillons, on a essayé de rapetisser ça un peu. On va peut-être en rajouter pour les prochaines séances, mais comme Michel l'avait dit, on ne voulait pas trop non plus vous bombarder avec une liste d'espèces. On préfère diminuer le nombre pour que ça soit plus clair lesquels qu'on veut cibler cette année. Je peux vous donner juste un exemple. Il y a un observateur de papillons de nuit qui est ornithologue aussi. Fait que lui, il s'est dit, je vais aller voir les papillons de nuit dedans des endroits où il y a des oiseaux rares qui nichent, par exemple, la paruline à aile dorée, le bruant de Henslow ou de sauterelle, etc. Puis je vais voir si les papillons vont aussi être aussi peu communs que les oiseaux le sont. Puis comme de fait, il a trouvé des papillons qu'on voit très rarement à ces endroits-là. Puis pourtant, ça veut dire que l'habitat va déterminer beaucoup aussi les espèces. C'est assez spécial. C'est pour ça qu'on peut parler beaucoup d'espèces rares, mais c'est souvent plus d'habitats rares qui fait que l'espèce est rare. Ouais. C'est qu'il n'y a à peu près plus d'habitats. Les forêts matures, il y en a à peu près plus. Là. Les dernières sont en train de brûler. Il faut s'attendre à ce que ça va être les coupes à blanc et la régénérescence d'épinettes pures et pas de diversification, c'est pas ça. C'est pas ce qui apporte le plus de diversité des papillons. Donc, selon toi, ça serait lesquels les milieux
les plus pertinents à cibler? C'est justement les milieux, comme j'ai dit, les tourbières, premièrement. C'est des endroits qui, en tout cas, qui manquent un peu d'études. Il y a les forêts matures. Il y a aussi les milieux humides. Beaucoup le long du fleuve Saint-Laurent, il y a beaucoup de milieux humides, puis c'est très peu étudié aussi. En fait, ça vaut la peine. C'est sûr que la forêt boréale n'est pas toujours accessible. Par exemple, en Gaspésie aussi, il y avait les montagnes. Là. Il y a beaucoup d'espèces nordiques qui se retrouvent en Gaspésie parce que justement, on a des habitats assez particuliers de toundra alpine. Donc, ça permet aussi d'essayer de voir et de cibler. Puis, je parlais aussi qu'il y avait les micro-lépidoptères. Donc, Oui. la vie dit, c'est très spécialisé. C'est spécialisé, puis, par exemple, c'est les espèces les plus nombreuses au Québec, c'est les micro-lépidoptères. Mais les moins connus, c'est aussi les micro-lépidoptères. C'est-à-dire que sur 2600 espèces, il y a facilement 1600 espèces, c'est des micro-lépidoptères. Il reste 1000 espèces pour les autres papillons. Pour vous donner une idée, là, ils sont très, très diversifiés. Pas évident à photographier parce que c'est très petit. Et à identifier aussi, pas évident parce qu'ils se ressemblent beaucoup. C'est ça, une... Oups. Vas-y, Kate. Ah ouais, je me demandais justement pour ceux qui sont intéressés par les micro-lépidoptères, ça pourrait être intéressant de peut-être former un sous-groupe. Moi, récemment, je me suis acheté un binoculaire justement parce que j'étais très intéressé par les tout petits insectes. C'est souvent eux les moins étudiés, les moins représentés dans les collections, mais ils sont très très fascinants, la diversité est énorme, beaucoup d'espèces avec très peu de mentions sur les plateformes de sciences citoyennes. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Alors, parmi plusieurs groupes de petits insectes, les micro-lépidoptères, et ça m'intéresserait beaucoup maintenant que j'ai un outil qui fonctionne quand même assez bien, justement, d'apprendre plus sur les critères d'identification. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui s'identifient uniquement par la dissection, aller observer le génitalia. Alors, peut-être que faire des démonstrations sur ça, vu que c'est assez précis, assez fin comme technique, ça pourrait être intéressant. Il y a des bons entomologistes au Québec, là, dont un certain Enfield qui est en train justement de finaliser un livre sur les micro-lépidoptères. Ça va être 2 tomes, à mon avis, là, parce que c'est trop volumineux. Il y a aussi d'autres entomologistes qui sont très bons. En photo, de plus en plus, ils naturalisent le robot qui nous aide à identifier les papillons. Il est de plus en plus performant parce qu'on a de plus en plus de mentions de micro-lépidoptères. Souvent, il va se rendre au genre même. Pas toujours à l'espèce, mais au genre. Ça fait que déjà, ça nous aide parce que, je vous dis, moi, quand j'ai commencé, il y a 5-6 ans, on mettait un micro-lépidoptère sur une naturaliste, puis il ne se passait rien. Là, il ne disait même pas que c'est un papillon. Là. Aujourd'hui, il approche le genre parce qu'on a tellement mis et tellement identifié que quand on atteint 300-400 mentions pour une espèce, le robot commence à bien fonctionner sur une naturaliste. Là. Il est capable de nous donner une bonne idée de ce que c'est. Qui avez-vous dit qui prépare un travail là-dessus? Enfield. Ah, OK, c'est correct. Ouais. Ah, oui. Les deux Enfield. Oui, l'oncle et le neveu. C'est ça. Moi, je l'ai vu en train justement de monter des micro-lépidoptères. Moi, je n'avais jamais fait. J'ai resté très, très surpris de voir la technique et la vitesse à laquelle il procédait. C'était super. Oui. Il y avait aussi un Carl Bélanger qui l'accompagnait, qui était aussi très, très bon. Carl est rendu avec là. Oui, Carl est très, très, très bon dedans. Justement, les dissections de génitalia, Carl pourrait peut-être faire une démonstration. Je serais intéressé. Papillon, je pourrais lui demander parce qu'il est très, très bon. Je serais intéressé, définitivement. On en parlait, Étienne et moi, tantôt, puis on voulait le contacter. Okay. Pas Carl, mais je pense que c'est Chris Enfield. Ouais. Pour justement pour le scène des papillons. Daniel qui est très bon. Là, oui. Daniel Enfield. Pour en revenir à Carl Bélanger, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'il est encore gardien de parc? À mon avis, oui. Mais je sais aussi que cet été, il travaille sur les inventaires justement d'insectes dans différents endroits au Québec, là, dans les parcs plutôt. Un projet c'est de voir justement s'il y a une diminution de diversité et d'abondance, là, parce que c'est un suivi aux 10-15 ans. Il participe à ça. Il est très, très, très bon.
Non, Michel, est-ce que tu connais une clé ou un guide d'identification qui pourrait aider Case avec les identifications de microlépidoptères? Oui, bonne Hein? question. Très bonne question. Ben, en tout cas, comme je vous dis, Inaturalist demeure quand même très bon, là, parce qu'on peut déjà aller voir beaucoup d'espèces. Puis il y a Mode Photographie, le site, ils sont tous présentés sur le site Mode Photographique. Appel, je vais attendre. Ouais, je connais le site dont vous parlez et je me OK. sers beaucoup d'iNaturalist justement pour me donner comme une plus petite sélection. Genre, j'ai comme une suspicion, ouais, je pense que c'est dans cette tribu-là, c'est peut-être dans ce genre-là. J'utilise iNaturalist pour un peu me guider. Après ça, j'essaie de chercher plus précisément des clés pour le genre si j'ai pas une certitude sur le genre ou pour l'espèce si je suis capable d'en trouver une parce que les clés pour les espèces, c'est pas toujours facile. Mais j'ai le livre d'Étienne qui a quelques bonnes recommandations aussi dans l'index à la fin pour des clés, soit des publications ou des sites web. J'en parlerai avec lui pour voir s'il y en a connaît d'autres qui sont sortis pour les microlépidoptères, puis je te contacterai ou je la mettrai directement sur le site, dans la section des clés d'identification. Il y en a de très bons en Angleterre. Ils ont un pas d'avance sur nous autres. Justement. Mais en tout cas, Ils sont plus on attend nombreux. on attend toujours Monsieur Enfield à pas publier justement ce fameux guide-là. Là. C'est sûr que ça va aider beaucoup. Sinon, est-ce qu'il y a des gens qui avaient des questions? Est-ce que vous trouvez que vous êtes quand même bien enligné, vous savez quoi faire pour vos sorties? Ben, même pour ceux qui en ont peut-être pas déjà fait. Là, je sais qu'il y en a plusieurs qui font déjà leur piège lumineux à la maison. J'aurais des questions pour savoir comment ça fonctionne avec Inaturalist. Moi, je me suis inscrit sur Inaturalist dernièrement. Est-ce qu'il faut que je me lie avec Cap sur les insectes pour que mes publications aillent à la bonne place ou comment ça fonctionne? Oui, c'est ça. En fait, c'est sur notre page. Je vais faire un partage d'écran. C'est ici, Safari, partager. Est-ce que vous voyez la page de l'essaim des papillons? Oui. OK, parfait. Donc, pour aller en bas complètement, groupe iNaturalist. On clique ici. Ça vous amène à l'essaim des papillons. Donc, il faut juste cliquer ici. Bon, là, moi, c'est écrit quitter, mais c'est sûrement écrit rejoindre. Il faut cliquer ici et là, vous allez faire partie du projet iNaturalist. Donc, tout ce que ça va faire, c'est à chaque fois, vous allez prendre des photos de papillons. Les observations vont automatiquement se transférer ici. Donc, vous n'avez rien de plus à faire que de déposer vos observations. J'aurais une petite précision aussi. Le lien, il mène sur inaturalist.org. Alors, si on a créé son compte, si on est signed in sur inaturalist.ca, ça se pourrait qu'il faut soit changer le .org à .ca ou se reconnecter sur .org. Dans le fond, le compte est valide sur toutes les versions d'iNaturalist, mais il ne va pas reconnaître que tu es connecté si on s'avait connecté sur .ca et pas .org, vu qu'il y a comme deux versions de essentiellement le même site. Sinon, il faut juste taper sur votre application ou sur le site directement. Vous pouvez taper essaim des papillons et ça va sortir dans les premiers. Avec Inaturalist, vous pouvez aussi faire votre propre projet, par exemple, dans ma cour, puis ça vous donne un suivi de toutes vos observations que vous faites chez vous. C'est toujours intéressant aussi d'avoir une première liste. Je pense que c'est important de connaître aussi la faune entomologique de sa cour. On reste en ville ou autre, on a beaucoup de surprises, en tout cas. Ça peut être étonnant. Est-ce que ça vaut la peine, le piège lumineux, dans une cour à Montréal? Il y a des arbres autour, sûrement. Laurent, tu as l'air de vouloir parler. Tu peux ouvrir ton micro. Ouais, moi, ça fait quelques années que je le mène. Puis j'ai eu des belles trouvailles, justement dans ma cour. Puis moi, je suis pas dans un endroit assez industriel, en Moyenne. Il y a beaucoup de... C'est très urbain. Puis j'ai des belles trouvailles, là. Ouais. T'es dans le Myland, c'est ça que tu dis? Ouais.
Sinon, c'est quoi ta recette de mielé, Michel? Oh mon Dieu, c'est très simple. C'est bière et mélasse mélangées en proportion, c'est-à-dire à peu près égale. Là. Des fois plus de bière aussi, mais pas plus que ça, puis ça fonctionne bien. C'est très simple. J'achète de la mélasse pour nourrir les animaux. Là. On achète ça au 5 gallons, là. Mélasse verte. Puis, la bière, je prends la plus cheap qu'il y a avec le plus d'alcool. La Blue Ribbon à 6 d'alcool. Je mélange ça. Puis je badigeonne ça sur les arbres avec un pulvérisateur pour insecticide là, à pompe. Là. Au lieu de prendre un pinceau, j'y vais avec ça. Je me promène. Je peux badigeonner 15-20 arbres en quelques minutes. Ça va très vite. Ça va plus vite qu'un à la fois au pinceau. Est-ce que tu le ferais sur les arbres dans ta cour? J'en ai fait dans ma cour, mais pour vous donner une idée, à Pabo, j'en ai fait où je demeurais. Là. Puis c'est sûr que c'était très bon, mais les dernières années, ça a été beaucoup moins bon. Je ne sais pas pourquoi. Juste dans ma cour, j'avais au-dessus de 900 espèces de papillons de recensés. Donner une idée, là. Différentes. C'était très, très varié. Est-ce que la mielée, on peut faire ça tout l'été ou il y a un mois qui est plus... quand c'est les catocala, là, c'est plus intéressant ou c'est intéressant tout l'été, autant pour les papillons nocturnes que diurnes? Papillons diurnes un peu, oui. Aussi. Ça se fait, mais c'est sûr que fin juillet, début août, c'est encore meilleur. Là. Ou le printemps, c'est très bon aussi. Il y a beaucoup de papillons que le printemps. OK. Venir sur les troncs d'arbres, butiner. Oui, puis aussi, de temps en temps, on a des visiteurs, là, que ce soit des palatouches ou autres qui viennent lécher le tronc d'arbre. Là, ça arrive de temps en temps. Un petit peu la touche. Ouais. Est-ce que parfois vous mettez la mielée dans la cage à papillons? Il y en a qui, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent une genre de cage et qu'ils vont mettre des fruits très mûrs, puis qu'ils vont mettre un peu de mielé à travers les fruits, puis les papillons vont rentrer justement dans la cage, puis ils vont faire leur photographie comme ça. Donc, ils l'accrochent après une branche d'un arbre. Ça fonctionne aussi. Oui. Et dernière question, là, je ne veux pas monopoliser. Et capturer des papillons pour les mettre dans une cage, pour attirer la femelle ensuite pour les œufs, c'est une technique qui... Habituellement, c'est l'inverse. On capture des femelles pour attirer les mâles. OK. Oui, ça fonctionne aussi bien, oui. Georges Brassard, l'entomologiste qui est mort l'année passée, 2 ans plutôt, dans un film, on le voit au Costa Rica, il donne aux madames qui vont aux toilettes, ils font le petit pipi, des petits contenants pour récupérer l'urine de femme, puis elle mélange avec sa mielée, il dit ça attire beaucoup mieux les papillons quand il y a de l'urine dedans. Parce que des papillons aussi, on sont attirés par l'urine dans le sable. Donc, les hormones, ce n'est pas les mêmes, ouais. Sûrement. Non, Frédéric, pas peur de monopoliser le Zoom. S'il n'y a personne d'autre qui pose des questions, tu peux y aller. Toi pas. Moi, j'en aurais une question. Oui. Je veux savoir, dans le fond, là, c'est sûr, on a un focus sur certaines espèces, mais est-ce que vous voulez quand même qu'on publie toutes les espèces qu'on voit ou c'est quoi le but dans le fond? Puis je voulais savoir aussi les espèces jusqu'à quand est-ce que vous voulez qu'on recule dans le temps? Si j'ai des espèces, est-ce que je les prends en photo dans ma collection pour les espèces que j'ai capturées, mettons, l'année passée ou il y a 2 ans? Est-ce qu'on va un petit peu dans le passé là-dedans ou c'est vraiment cette année? C'est sûr qu'on ne va pas vous demander, parce que là, il y en a qui ont des espèces de plusieurs années passées. On ne va pas vous demander de toutes les déposer, mais idéalement, c'est pas juste pour cette année. On veut faire un suivi pour voir la progression, les espèces dans le temps. C'est quoi les phénomènes? Qu'est-ce qui se passe avec elles? Donc, ça serait pertinent de les déposer, mais je ne vous demanderai pas de toutes les faire. C'est vraiment si vous avez le temps. Et des fois, c'est qu'il y en a beaucoup aussi qui s'accumulent, qu'on ne prend pas le temps forcément de les identifier ou de les épingler. Donc, c'est vraiment avec ce que vous pouvez faire. Si vous avez juste le temps de vous concentrer sur celle de cet été, ça va être ça. Puis, on va être très content de ça aussi.
Puis oui, on vous demande quand même de regarder, de rester à l'affût des autres espèces que vous voyez. Je veux dire, si vous faites un piège lumineux, n'y allez regarder les autres espèces, prenez-les en photo, identifiez-les. Mais c'est juste qu'on veut que vous portiez une attention particulière aux espèces qu'on va vous envoyer. Comme moi, au cours des prochaines semaines, là, c'est sûr que j'ai moins le temps parce que là, c'est le début de les premières séances de tous les essaims. Mais dans les prochaines semaines, je vais essayer à chaque semaine, pour chacune des essaims, de vous envoyer au moins un courriel pour vous dire, OK, cette semaine, regardez telle espèce sur telle plante dans tel milieu. Si vous avez un marais, un cours d'eau près de chez vous, un boisé, quelque chose, je vais essayer de faire des petits rappels ponctués comme ça au cours des semaines pour cibler les espèces qui font partie de la liste qu'Étienne et moi on a montée. Est-ce que tu vas nous fournir une liste des plantes hôtes pour ces papillons-là? Oui, parfait. Oui, c'est pour ça que ça prend du temps. Là. Oui, non, pas de Toutes problème. les associations, puis les photos, Ouais. puis les trucs d'identification, puis aussi pour celle des abeilles, Étienne et moi, on a vraiment comme fait un tri, puis on a juste mis les espèces qui sont facilement identifiables. Je dis ça parce qu'il y en a dans la séance ici qui était là, celle des abeilles, mais on a enlevé les espèces qui étaient trop petites, puis on a juste gardé les espèces qui sont facilement identifiables à l'œil. Donc, tous les bombus, tous les bourdons, on les a laissés. Mais il y a certaines andrènes, des petites abeilles qu'on a juste enlevées de la liste parce qu'on trouvait que c'était pas réaliste ni nécessaire. Est-ce qu'il existe une base de données qui contiendrait une liste de plantes québécoises ou nord-américaines jumelées à des espèces endémiques à cette plante-là, par exemple? Ou, Ben là, on voit souvent un papillon, les plantes hôtes associées au papillon, mais on ne voit pas l'inverse, une plante, et voici les papillons associés à cette plante-là. Oui, ça serait compliqué. Et là, dans Enfield, dans les papillons du Québec, là, Enfield, il y a je vais voir dedans le lexique à la fin, là, pas le lexique, mais la liste des plantes. Puis pour chaque plante, tu as tous les numéros de papillons qui sont. Qu'on peut les avoir. Dans la version scientifique. Oui, il y a jusqu'à 50 papillons différents par plante des fois. Oui. OK, intéressant. Oui. Enfield est très bon pour ça. C'est Okay. notre Bible. Il faut parler du gros Enfield, la version scientifique. Oui. Non, même pas scientifique, l'autre. La version. On va dire ça, on va regarder pour voir. Oui. À la fin, là, vous allez voir les plantes, puis ils vont vous donner tous les papillons qui sont qui utilisent cette plante. Celle-là. Alors là aussi, la version scientifique du Québec. Il faudrait que tu ouvres ta caméra, Jean-Denis. Ah, excuse-moi. C'est correct. C'est la version scientifique, ceux qui ne connaissent pas. Là. Tu sais, ces deux tombes comme ça, comme ça, je ne sais pas trop qu'on va y prendre. C'est comme c'est ça. Ce qui est le plus intéressant de celle-là. Dans ça, il y en a des très rares. Moi, je vais rajouter quelques-uns aussi à Enfield dans ça. C'est quelle année, le Enfield? Là, je pense bien que c'est 2020, je pense, la version scientifique. OK, ouais. C'est à jour. Moi, j'aurais une question par rapport à cette version scientifique-là, justement. Est-ce que ça vaut la peine de l'obtenir? Moi, c'est difficile à voir. Je ne sais pas c'est quoi la différence dans le fond. Qu'est-ce qu'on retrouve de plus par rapport à la version, là, le petit Enfield? Ma lumière, là, bouge pas. Il y a beaucoup plus de détails au niveau des descriptions puis des municipalités où est-ce qu'on peut les retrouver dans les zones, etc. Là. Il est plus précis. C'est ça. Parce que, pas si tu veux, pour chacune des papillons, bon, au hasard que j'ouvre, là, on a toutes les villes au complet où on a trouvé toutes les plantes hautes. Oui, aussi. Qui est dessus, là. OK. Puis, à part ça, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Des fois aussi, il y a des détails particuliers, là, OK, là. Il y a des détails taxonomiques, ils vont dire, bien, impossible que le nom identifié apparaissait sous un autre nom, bien, qu'on peut confondre les espèces. Ouais. Donc là, tu peux lire les espèces intéressantes, OK? OK, merci. Il va te servir au moins encore 20 ans. Minimum. Et par rapport à l'autre, ben, les index, il y en a un livre seulement sur les index. Tu as un index des planches. Les planches, après ça, tu as tous les index, là-bas ici, toutes les espèces comme d'habitude, puis tu as toutes les villes aussi. Là. Donc, c'est intéressant, ça. Non, au niveau des papillons, je pense qu'on est quand même assez bien. Oui. C'est outillé. majeur. Ouais. Il reste juste les micros à les outiller un peu plus. Non,
Sinon, vas-y, tu peux terminer, Michel. Parce que j'avais dit à une fille que quand il sera prêt, je vais corriger l'index, la plante des index. J'avais corrigé la version scientifique, ben, 2 versions, j'ai corrigé la plante index des plantes autres. Il m'a fallu 16 jours, quasiment jour et nuit, corriger l'index. Quand tu as 40 000 entrées à vérifier, ça en fait. C'est bon. Il y a un autre bon livre, c'est aussi Peterson. Oui, mais beaucoup plus dans le sud. Non, lui, c'est quand même beaucoup le Québec aussi. Là. Okay, Très okay. bon. Puis il y a les micro-lépidoptères dedans. Ils sont en train de faire une C'est un deuxième nouveau, édition ça? Je là, ne pas ça. présentement. David Beadle, c'est justement un très bon observateur de papillons. En Amérique du Nord, je pense que c'est lui qui nous a le plus observé d'espèces. Ornithologue sûrement aussi, avec Madame Lecky qui est ici bas. Fait que ça, c'est un très bon livre de base, c'est bien fait. Oui, me le chercher. Ça m'intéresse. C'est juste des photos. C'est super. OK, je connaissais tu connaissais l'ancien qui était Mott Guide, là, dans Non. Peterson, qui était le petit, là. Non, ça c'est super. C'est un nouveau, je ne connais pas celui-là. Je l'aime beaucoup, celui-là, parce qu'on voit les papillons dans leur posture naturelle. Oui, avec aussi, il y a toujours la petite approche Peterson avec la petite ligne qui nous montre quoi regarder. Là. Ah, ça, ouais. Exact. C'est sûr qu'on a fait aussi quelques corrections depuis quelques années dedans. Là. En général, c'est très bon. Le Field Guide, c'est le meilleur là, pour l'instant. Le guide de terre. J'avais une autre question pour toi, Michel. Les lampes pour les pièges lumineux. Oui. Qu'est-ce qui est mieux à acheter? Sur quel site tu les commandes? Non, moi, les pièges lumineux m'ont été fournis par l'insectarium. C'est la LED qu'on utilise avec des petites batteries qu'on sert pour recharger les téléphones cellulaires et tout ça. L'épilède, c'est une lumière qui a été développée en Allemagne. Il y a 3 couleurs. C'est très, très efficace, très tannant pour la vue, parce que mais c'est très efficace pour les papillons. Est-ce qu'on peut s'en procurer? Oh mon Dieu. Peut-être à l'insectarium à Montréal, je sais qu'il y en prête aussi à ceux qui veulent faire des inventaires comme nous autres. Nous autres, on fait des inventaires parce qu'on publie justement nos données. Puis moi aussi, je capture des papillons pour eux autres, que j'en ai peut-être 1000 à leur retourner, là, que j'ai capturés. Là, qui sont moins communs quand j'ai photographié. Ben, il y a des spécimens que je conserve pour l'insectarium. Ils me fournissent l'équipement nécessaire pour ça aussi. Ces lampes-là, comment on les nomme, ces lampes-là? Ah, l'EPI-LED, c'est L-E-P-I. L'EPI pour l'épidoptère? Oui, l'EPI, moi c'est ça, l'épidoptère, puis c'est une LED, là, c'est LED. OK. Si vous allez sur Internet, vous allez sûrement le trouver. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est pas donné, c'est 400 à 500 la lumière. On va acheter ça en groupe. À moins qu'il ait été écrit dernièrement, là, mais c'était pas donné. Mais Amazon vend des LED UV à 60-60 $. On en a acheté une, là. C'est-tu efficace, ça, Denis? Hein? Ben, Michel Racine l'a essayé à sa cour. Ça fonctionne très, très bien. Mais lui, il fait des caloptères, différentes choses. Il dit, j'ai ramassé à faire à l'affaire, mais là, il faut qu'il m'ait livré ma lampe. C'est comme qu'on est à 40 km l'un de l'autre, comment qu'on se voit, il va au parc des Hauts-Fonds faire une chasse de nuit. On devait faire ça semaine passée, puis il y a eu un contretemps, il n'a pas pu. Mais que je l'ai, il va me l'emboire, ma lampe. OK, c'est lui qui l'a. Moi aussi, j'utilise différentes lampes UV puis des lampes ordinaires aussi. Il n'y a plus de lampes au mercure qu'on peut se procurer, j'imagine. Hein? Il y en avait en Californie, mais je ne sais pas s'ils en font, ils en vendent encore. BioQuip, c'est fermé. Oui, BioQuip, c'est ça. Oui, c'est ça, BioQuip. J'ai fermé, c'est pour ça. Il y a encore moyen de trouver des lampes au mercure c'est pour les aquariums. Là, pour les magasins reptiles amphibiens, ils vendent des lampes au mercure. Ah oui. Ouais. Ah, OK, c'est bon. C'est ça. Puis, désolé. Sinon aussi, il y a des lampes, on a regardé dans la littérature, Étienne et moi, puis la meilleure longueur d'onde pour attirer les insectes, apparemment, ça serait entre 350 et 450 nanomètres. Donc, de regarder des lampes qui fit dans ces critères-là, des lampes UV, les néons, les ampoules, tout ça, ça fonctionne.
Je voulais rajouter pour ceux qui sont plus proches de la ville de Québec que Montréal, ici on a la boutique Le Naturaliste qui a quand C'est même vrai. une bonne gamme d'équipements. Moi, c'est là que je vais Ouais. chercher mes trucs parce que je suis pas un très grand fan d'envoyer de l'argent à Amazon. C'est pas une Moi non plateforme plus. que j'aime soutenir. Je me Alors, fusais. local quand je peux et le Naturaliste, c'est pour tous ceux qui sont plus proches de Québec que Montréal, c'est quand même une bonne boutique. Ouais. Jean Paquet, ils ont quelques trucs, mais ils ont pas de lampe. Ouais, t'as raison aussi. Je laisse faire les autres, mais achats à ma place. J'aurais une question plus générale pour toi, Michel. Comment tu t'y prends si tu fais ton piège lumineux, puis là je sais pas, moi, il est 10 heures le soir, là, puis là, il y a 200 papillons de nuit là, qui sont collés. Là. Comment tu. C'est sûr qu'il y a l'accumulation de la connaissance, savoir, OK, lui, on le connaît, puis là, tu identifies assez rapidement les cas intéressants, disons, là. Mais pour l'avoir fait plusieurs fois dans dans les 2 dernières semaines, à un moment donné, c'est que t'es dépassé par la quantité de papillons qui tournent autour aussi. Moi, je photographie tous les papillons qui sont différents, même si je les connais. Tous les soirs, s'il y a 150 espèces sur le Torah, je vais photographier les 150 espèces différentes. Puis je prends habituellement 2 à 3 photos par espèce, donc je vais prendre 500 photos dans ma soirée. Parce que souvent, j'aime bien avoir une photo de dessus, de côté, de profil. Dans les micros, encore plus, là, bon, mettons que si on veut réussir à les identifier, il faut qu'il y ait beaucoup de photos et de bonnes photos, donc on en prend beaucoup. Mais je prends puis je publie toutes mes photos sur iNaturalist parce que je vais avoir un historique de l'ensemble des espèces à tous les soirs, de ce qui sont observés. Ça fait que je fais aussi des analyses de ça, donc on est plusieurs à faire ça aussi. C'est pour ça que je veux savoir si même si la tordeuse des bourgeons de l'épinette en épidémie pendant un mois, elle va être là à tous les soirs. Je vais la photographier au moins une fois pour la mettre dans la liste des papillons de nuit qui étaient présents. Donc, tu les photographies directement sur le drap. Oui, sur le drap. Moi, j'ai un appareil photo avec un macro, là. Mais ça peut se faire avec un cellulaire. Encore là, des fois, les photos ne sont pas toujours très bonnes, mais de mieux en mieux. Là, il y en a plusieurs qui le font avec des cellulaires, puis c'est de mieux en mieux. Il faut utiliser le flash, prendre le temps de prendre la photo comme il faut, apprendre à utiliser le cellulaire, qu'il fasse sa mise au point à bonne place, etc. Ce n'est pas toujours évident. Mais ça fonctionne. Il y a des photographes à des places. Moi, il y a des entomologistes amateurs à Saint-Pierre-et-Miquelon. Souvent, je participe à identifier justement leurs photos, puis ils prennent tout ça avec un Pixel 5, là, puis ils réussissent quand même à prendre de très bonnes photos. On réussit à identifier à peu près tout ce qu'ils photographient. Mais quand tu as fini de tout me mettre ça, c'est naturaliste, as-tu le temps de travailler? Regardez, moi, le soir, là, quand je m'installe, le drap, si c'est dans ma cour, comme je vous dis, j'ai eu pas loin de entre 900 et 1000 espèces dans ma cour. J'allais photographier aux demi-heures. Quand je rentrais, je les démêlais. Puis, souvent, le lendemain, il était déjà tout publié sur iNaturalist. Puis, je m'en garde pour l'hiver aussi. Les cas difficiles, ils passent plus à l'hiver. Je veux dire, dans les micros, là, essayer d'identifier un micro, c'est long et ardu des fois. Ça fait que je m'en gardais beaucoup pour l'hiver. Puis, ça permet de passer des belles soirées Est-ce que à la retraite. Est-ce que c'est photographié au flash? Oui, tout au flash. Toujours au flash, oui. Toujours, oui. Moi, quelque j'utilise chose. le flash de la 35 mm de la caméra, mais il y en a qui utilisent des flashs en plus sphériques, là, puis c'est sûr que ça prend des plus belles photos. Mais pour identifier, mettons qu'on des fois, on peut aller jusqu'à voir bien les écailles quand on grossit. Là, pour me donner une idée, c'est quand même la précision est bonne. Quelque chose que je trouverais peut-être intéressant, c'est d'avoir une liste de quelles espèces on est mieux de collectionner si on veut vraiment avoir une chance d'avoir une identification, puis quelle espèce on a pas mal une bonne garantie tant qu'on a une bonne photo. Faire un peu la différence, c'est quoi que vraiment qu'on aurait besoin de collectionner, de récolter si on veut identifier. OK. C'est une bonne question. Oui, Habituellement, ouais, c'est les espèces qui se ressemblent beaucoup qui peuvent avoir. Ouais, comme dans les Aconitas, il faut que tu regardes comme fou. Ouais.
aussi Ça, pour- on allait vous l'écrire sur les Ouais. fiches. Pour les espèces qu'on va vous envoyer, on va dire si celle-là, on peut juste l'identifier à l'œil nu ou s'il faut vraiment collecter le spécimen. Puis de plus en plus sur Inaturalist, on identifie ça comme étant un complexe Complexe particulier de d'espèces. telle espèce. Là, ça veut dire que c'est souvent 2-3 espèces qui se ressemblent tellement qu'on ne peut pas les déterminer en photo. Il faut vraiment avoir une dissection. Donc, on va donner il donne le nom de complexe de telle espèce. Puis, on peut avoir 2-3 espèces qui sont dans le complexe. Là, mais on ne peut pas différencier. Mais ce n'est pas grave, au moins ça donne une présence. Ils sont là. Est-ce que ces complexes-là sont déjà connus dans le sens que, pour moi, c'est nouveau la notion de complexe. Fait qu'est-ce que c'est? Y a-t-il une liste quelque part de voici la liste des complexes, puis voici les espèces qui font partie de chaque complexe? C'est une bonne question parce que sur une naturaliste, souvent, tu identifies un papillon, puis le robot va te donner le nom de complexe parce qu'il y en a qui ont déjà, il y a des chercheurs qui ont déjà ajusté la patente pour qu'il y ait plusieurs espèces qui embarquent dans le complexe, mais je ne les connais pas toutes, justement. Ben, Souvent, sur un naturaliste, si on va sur la page de taxon pour le contexte, si on clique sur l'onglet taxonomie, on peut voir toutes les espèces qui sont groupées dans ce OK. complexe-là. OK, c'est bon, merci. Je sais pas. Mais dans une feed, les complexes sont souvent marqués aussi. Quand il était gras, parfois, il va y avoir des photographies en telle et telle espèce, il y a un complexe, c'était là, séparé, là, OK, dans ouais. une feed, la version scientifique. L'autre, je ne sais pas, puis la version ordinaire. Ben, la version ordinaire, mais je travaille plus avec la version scientifique avec la version ordinaire, mais j'ai les deux versions. OK, c'est bon. Il y a on parlait d'espèces, là, il y a beaucoup de, comment dire, les épithéciales, là, ce qu'ils appellent les pogs là, ou les carpettes, là, c'est des papillons qui sont difficiles à identifier, puis ça prend souvent des spécimens pour pouvoir les identifier, les génitalia, etc. là. Des géométridés. Il y a beaucoup de géométridés qui ne sont pas évidents à identifier. Je pense que les micros aussi, ça vaut la peine de collecter vu que c'est quand même difficile. Il y en a qui s'identifient quand même bien à la photo, mais ça prend vraiment une bonne photo. Ça prend une bonne lentille macro que rendu le binoculaire, des fois, ça peut être préférable dépendamment du setup qu'on a. Il y en a qui sur justement toutes les photos qu'ils prennent, ils disent qu'ils ont pris tel échantillon, ils donnent un numéro puis tout ça. Puis il y en a un qui, juste en micro, je pense qu'il y a 700-800 échantillons qu'il a pris, qu'il a envoyé à des spécialistes. Là, puis de plus en plus, ils sont en train de trouver même des nouvelles espèces. Moi, j'en ai photographié, puis ils m'ont dit on n'a pas de nom encore, ça s'en vient. Encore, on cherche les noms, etc. Donc, définitivement, oui, les micros, tu peux les collecter surtout si tu as un binoculaire. Il y a plusieurs personnes qui n'en ont pas, des binoculaires, dont moi, donc ça ne vaudrait pas la peine forcément de les Tu l'as au connecter. bureau, toi? Oui, ben oui, au labo, mais je dois travailler quand je suis au bureau, je ne peux pas identifier mes insectes, là. Ah, OK. En surtemps soir, là. Mais bon, ben, il est déjà 20h49, donc les Zooms, normalement, c'est de 7h30 à 20h45, donc à moins que les gens aient encore une question ou deux, mais Non, ça ça va. serait pas mal la fin du Zoom. J'aurais une question pour Yolène Rousseau. Je trouve ça intéressant, ton projet de monage. Je voudrais savoir si tu as un site web ou si de quelle façon on pourrait communiquer, par exemple, si j'aurais un intérêt. Oui, j'ai Patioscience. Je vais l'écrire dans le chat, là. Oui, s'il vous plaît. Bon, donc patioscience.com. En fait, le site Internet qui est toujours en construction, en amélioration. Moi, j'ai enseigné plus d'une 34 ans, 34 années la science. Puis, on retrouve mes cours pour les étudiants, mais on retrouve aussi l'onglet qui est le papillon, là, les conférences. Et dans cet onglet-là, on retrouve des sous-onglets où il y a des vidéos, il y a des photos, mais en même temps aussi, j'écris, je suis collaboratrice pour NatureWeb. Je vais l'écrire ça aussi. Donc, NatureWeb, je publie avec Pierre Paquin, M. Gilles Arbour et d'autres. Donc, des observations au niveau du papillon monarque. J'ai
beaucoup de banques d'observation du papillon monarque, beaucoup de documentation au niveau de la prédation. Je n'ai pas fini de tout identifier. J'ai vu des choses extraterrestres sur le papillon monarque que je ne sais pas si d'autres personnes ont vues. Sur la plante haute aussi, l'asclépiade, j'ai vu des choses vraiment assez intéressantes. Mais Un gros excusez merci, la je vais voix, aller voir hein, ça à cause avec. de la pollution de l'air, j'ai vraiment pas une belle voix, je m'excuse. Mais c'est ça. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, mais oui, merci beaucoup. Je vais aller voir ça avec grand intérêt. Merci. Oui, c'est ça. Il est Moi, en ville, je clairement. préfère, Oups. moi, en ville, je préfère utiliser Asclepias tuberosa que c'est Seriaca, moins envahissant. Là. Et pas de bande, ton voisin va t'aguerrir en maudit par la suite. Oui, mais la tuberosa, c'est plus. Elle va plus attirer les papillons en général. Le papillon, le nectar, il est plus sucré un peu. Mais la feuille est plus petite. Alors, moi, j'ai toutes les variétés ici. En fait, les 4 indigènes du Québec, mais il m'en manque une. Donc, je l'ai, là, mais elle n'est pas indigène. Je l'ai faite pousser, là. Mais la tuberosa, ce n'est pas celle où le papillon va choisir en premier lieu d'aller pondre. J'ai trouvé un œuf depuis je ne sais pas combien d'années sur la tuberosa. C'est vraiment la commune, la syriaca, ou bien l'incarnate. L'incarnata, c'est vraiment un plant d'incarnata adulte. On peut retrouver facilement dans l'été là, plus d'une cinquantaine d'œufs qui vont se déposer sur un seul plant, mais c'est sûr que son environnement, il faut qu'il soit propice aussi. Là. Mais comme on disait tantôt, l'environnement, M. Larrivée, pas M. Larrivée, oui. En tout cas, l'environnement, il est très important. Moi, ce que j'ai observé depuis plusieurs années, c'est que la femelle va vraiment choisir d'aller pondre sur de tout petits plants d'asclépiade communes ou même incarnata, comme là, mes bébés sont tous dehors. Mes bébés incarnata que j'ai fait pousser tout l'hiver sont dans des pots. Et je sais que le papillon, lorsqu'il va arriver à Victoriaville, c'est sur ces petits plants-là qu'il va pondre en premier. Mon hypothèse, ce que j'ai observé, c'est que le petit plant n'a pas encore beaucoup de prédateurs, il n'y a pas de larves de coccinelle qui va aller se déposer dessus parce qu'il n'y a pas de pucerons, il n'y a pas de fleurs, donc il n'y aura pas des guêpes qui vont aller voler les petits bébés chenilles. Donc, il y a moins de prédation, il y a moins de tout. Alors, la femelle du papillon monarque, ce que j'ai observé, c'est qu'elle a vraiment une intelligence d'aller choisir vraiment les plus petits plants. En plus, la feuille, elle est tendre pour la petite chenille qui va émerger de l'œuf. Donc, elle va choisir les plus petits plants, mais toujours en s'assurant qu'il y a une communauté de juvéniles ou adultes pas loin. Depuis les 2 dernières années, puis ça, je pourrais en parler quand je vais parler du papillon monarque, depuis les 2 dernières années, j'ai remarqué comme, entre guillemets, une détresse de la femelle du papillon monarque à déposer ses œufs à des endroits que je n'avais jamais vus auparavant. C'est-à-dire un tout petit plant d'asclépiade commune, perdu au milieu de nulle part, où il n'y a aucune asclépiade autour. En Gaspésie, par exemple, dans ma cour. Oui. J'ai planté des asclépiades et j'ai eu des monarques l'année suivante. Ça donne une idée. Puis il n'y a pas de monarques en Gaspésie. Ouais. Donc, ça fonctionne très bien. Ouais. À tout le temps, j'ai eu des monarques après. Ben, merci Hélène pour ces explications-là. Justement, ton site web, toutes les ressources en lien avec le monarque, en lien avec tes projets aussi, on s'échangera des courriels par rapport à ça ou même on pourra se faire un appel, ça pourrait être plus simple, mais on va tout organiser ça pour tout regrouper ces liens-là dans une page essaim pour l'essaim du monarque. Je pense que Sébastien qui n'était pas encore là tantôt quand on en a parlé, mais il va y avoir un essaim juste pour le monarque, puis c'est Hélène qui va mener cet essaim-là. Donc, c'est sûr qu'on pourra en parler pendant des heures, puis ça, on va commencer à monter ça pour essayer de la faire prochainement, peut-être début août, si possible, la première séance essaim du monarque. Parfait. Donc, merci à tous de vous être présentés à cette séance-là. N'hésitez pas à me contacter ou même à contacter Michel. Il y a son courriel au bas de la page de l'essaim des papillons. Donc,
n'hésitez pas. Si vous avez des questions, on est là, puis je vais vous envoyer les fiches au courant des prochaines semaines. Je n'ai pas encore fini celle des abeilles et des orthoptères, mais ça va s'en venir. Est-ce qu'il y a un groupe comme avec les abeilles sur Facebook ou quelconque média social? Oui, tous les essaims ont un groupe Facebook. Donc, quand on va sur la page de l'AEAQ, même endroit, on met le curseur sur Cap sur les insectes. Il y a plusieurs onglets. Il y en a un, c'est réseaux sociaux. Il y a les projets iNaturalist, notre chaîne YouTube, les groupes Facebook, nos courriels, tout est là. Donc, il y a des groupes pour chacun des essaims. Donc, merci à tous. Merci Michel. Merci Yolène. Merci tout le monde de vous être présenté. Puis bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne soirée. Bye, On bonne soirée. a couché Laurent. Merci.